Alors, pour le second film, on va s'intéresser à Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est sorti en 2018. Donc, il est écrit par Phil Lord et Rodney Rothman. Enfin, c'est approximatif comme prononciation. Ah, c'est très bien. Et réalisé par Bob Persichetti, Rodney Rothman et Peter Ramsey, avec pour interprétation Shameik Moore, Jake Johnson et Hailey Steinfeld. C'est un film qui a eu un très très bon accueil critique et un très très bon accueil public aussi. D'ailleurs, le 2 est sorti au moment où on record, le 2 est sorti il y a 2 jours. Et il a gagné entre autres le meilleur film d'animation aux Golden Globes, Oscar et BAFTA. Donc, gros palmarès, on va dire. Sinon, pour une petite anecdote qu'on a trouvée assez cool à vous partager, c'est le fait que, en gros, donc le film est en 24 images par seconde. Si on regarde au niveau de la pellicule, pour les gens qui ne connaissent pas le système, en gros, pour la pellicule, ça veut dire qu'il y a 24 images qui défilent en une seconde pour donner l'illusion de mouvement. Donc, en gros, tout le film est à 24 images par seconde, ce qui est plus ou moins on va dire, le rythme. C'est la norme C'est la norme. de tous les films, quoi. C'est ça, ouais. Pour tous les films d'animation, enfin tous les films animés, c'est en gros la norme. Excepté pour le personnage de Miles. Donc en gros, pour une bonne partie du film, juste le personnage de Miles, il est animé à 12 images par seconde. Et en fait, c'était une manière pour eux de montrer un peu son inexpérience en tant que Spider-Man. Donc par exemple dans les mouvements. Si on se concentre un peu en regardant le film, on peut le sentir. Et en gros, plus le film continue, plus on se rend compte que Miles, graduellement, commence à augmenter sa vitesse. Et pour en gros passer de 12 images par seconde aux 24 images par seconde du reste du film. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais voilà. Donc c'était un peu l'idée. J'ai trouvé ça assez cool parce que ça en dit long quand même sur l'idée de la forme et de l'influence de la forme sur le fond même de la narration. Ouais, c'est quand même assez ouf quand même de se dire que tu peux expliciter ton propos de fond, à savoir le parcours d'un personnage, à travers un truc aussi bête et méchant que le nombre d'images que tu vois à l'écran, quoi. Enfin, c'est ouf. Ouais, il fallait y penser, c'est cool. Et sinon, pour le synopsis, quand même, au cas où, donc Miles Morales, un adolescent vivant à Brooklyn, se retrouve embarqué dans l'aventure lorsqu'il se fait mordre par une araignée radioactive. Ça nous rappellera tous quelque chose. Et donc, accompagné de divers, ce qu'on appellera des Spider People, parce que... Il y en a beaucoup trop. Oui, déjà, il y en a beaucoup trop, et on voulait appeler ça Spider-Man et Spider-Woman, sauf qu'il y a un cochon, donc ça marche pas. Donc, ce sera accompagné de divers Spider People qui ont été ramenés du multivers par Kingpin, donc le grand méchant, et son accélérateur de particules. Miles devra faire ses preuves pour sauver le monde. Voilà. Comme d'hab. Classique, mais efficace. Alors, le film, il débute sur une description de Spider-Man, comme le film en fera beaucoup. Sauf qu'ici, c'est un Spider-Man qu'on verra qu'au début du film, à savoir Peter Parker, le Peter Parker qui appartient à l'univers de Miles. Et il nous dit, je cite l'explication, « Alors qu'importe le nombre de coups que je prends, je trouve toujours un moyen de me relever. Parce que la seule chose qui se dresse entre cette ville et le chaos, c'est moi. Il n'y a qu'un seul Spider-Man, et il est juste dans vos beaux yeux. » Ouais, je crois qu'on peut dire, franchement, on commence quand même le film sur une figure super égocentrée. Ouais. Moi, je trouve à la limite du narcissisme. Et le film ne commence pas avec son héros, avec Miles. Mais sur justement le contraire, soit c'est la figure idéale de ce qui est, on va dire, montré comme le vrai Spider-Man accompli. Soit, moi, je vais l'appeler Peter Parker parfait. C'est à peu près l'idée. Et paradoxalement, c'est le personnage qui, quelques minutes plus tard dans le film, meurt. Voilà. Donc en gros, le film s'applique à démontrer ensuite comment tous les héros qu'on va voir ne suivent pas cette logique de Peter Parker parfait. À commencer par le personnage donc qui nous concerne, le personnage de Miles. Mais attends, surtout que c'est intéressant parce que, comme tu dis, ça montre vraiment la figure du super-héros ultime, vraiment l'idéal à atteindre. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il a été incarné vocalement par Chris Pine, qui est quand même un acteur sexy, on va dire. Beau gosse, je sais pas. Voilà. Okay. Bankable, enfin je sais pas, qui a un truc de voix assez classe, quoi. Et effectivement, faire mourir ce personnage, ça montre, en tout cas pour Miles, qu'il va avoir un exemple tellement grand que ça va être dur de pallier à cet idéal. Ah oui, ok, je vois l'idée. Oui, c'est ça. Mais déjà, je trouve quand même, pour moi, une des choses qui caractérise quand même le personnage de Miles au début de l'histoire, c'est cette idée de fuite. Donc on a quand même un personnage qui est en quête de liberté. Mais être en quête de liberté pour certaines choses, c'est aussi fuir d'autres trucs, du coup. Donc c'est un personnage qui veut pas forcément de responsabilité. Ah, il est jeune, hein, c'est normal, c'est pas une critique, c'est
C'est un personnage qui veut pas forcément les responsabilités liées à des études, à un futur de vie bien rangé, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est faire des trucs fun, même si c'est interdit, genre du tag, pour exprimer son intériorité. Donc en gros, il fuit un peu la figure de l'autorité générale, style la police, mais aussi son père, vu que son père est la police. Et donc, comme il rejette... Littéralement. Bah oui, voilà, mais comme il rejette la figure de l'autorité, lui, il préfère traîner avec son oncle, qui a l'air quand même vachement plus cool. Sauf qu'en fait, les responsabilités de la vie, mais aussi dans le film de manière concrète par le fait qu'à un moment donné, il va se retrouver à devoir sauver le monde et tout seul, bah, il va se les prendre un peu en pleine poire. Notamment avec la morsure de l'araignée. À nouveau, pur hasard du destin, je pose la question, voilà, on y reviendra après. Et en gros, voilà, je vais citer la phrase banale, mais en gros, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et ça, c'est un peu le cas pour tout le monde une fois qu'on grandit. Surtout qu'une fois qu'il capture, par exemple, Kingpin, qu'il a sauvé le monde, plus rien n'est impossible pour Miles. En fait, il se met d'un coup à régler tous les problèmes qui fuyaient dans sa vie. Il cesse de rejeter ses a priori, notamment sur son colloque ou sur l'école privée qu'il était obligé de fréquenter. Donc il y a une forme d'acceptation de ce qui est et des responsabilités qui lui incombent. Et ça, c'est le cas pour Miles, mais c'est aussi pareil pour la figure de mentor de Miles, soit Peter Parker le loser. Parce qu'on a Peter Parker parfait et on a Peter Parker le loser. Dans le film, il s'appelle Peter B. Parker. Voilà. Voilà. Au cas où. Mais on appellera Parker le loser parce que c'est quand même plus facile. Et en fait, on se rend compte que c'était tout ce qui était attendu de Miles, en fait. Et de Peter Parker, c'est qu'en fait, c'était juste l'idée de prendre ses responsabilités et d'arrêter de fuir. Donc déjà, je trouve que le début du film est plutôt intéressant, alors qu'on commence quand même sur cette image de Peter Parker parfait, qui est en mode « je dois toujours me relever ». Donc c'est un personnage qui prend en gros ses responsabilités, qui n'a pas l'air de fuir, sauf qu'il fuit dans la mort. Mais ça, c'est un autre problème. Et oui, pour cette idée de fuite, typiquement, il y a un dicton que sa mère dit, c'est « notre famille ne fuit jamais ». Donc déjà, boum, ça met la pression sur les épaules, en mode hop, pression familiale et tout. Et pareil, quand il va acheter le costume, il demande au caissier « est-ce que je peux rendre le costume s'il ne me va pas ?» en mode comme un vêtement. Et le vendeur, il dit « ça finit toujours par aller, eventually », genre in fine, quoi, un jour ou l'autre, quoi. Il faut savoir que derrière lui, il y a un panneau, aucun retour ni échange. Et la personne qui dit ça, c'est Stan Lee. Et Stan Lee, c'est assez drôle parce que du coup, il est connu pour ses rôles dans les films Marvel avec ses caméos et tout, mais il est aussi connu pour avoir créé pas mal de héros, dont Spider-Man, notamment pas mal de héros Marvel, quoi. Et donc là, du coup, on a une double lecture où il joue un vendeur un peu véreux qui est prêt à tout pour vendre ses produits, mais qui en même temps représente une légende, le créateur du personnage, et qui nous dit que tout le monde, littéralement, peut rentrer dans le costume de Spider-Man. Donc c'est un truc un peu anodin, mais en même temps non. Donc c'était un bon petit clin d'œil intéressant de souligner. Ouais, et d'ailleurs, quand même, je tiens à dire que le 3/4 du film, on a Miles qui se balade avec un vieux costume factice comme s'il était un faux Spider-Man. Et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'au début, j'avais pas forcément cramé le truc. Mais il se balade avec un espèce de pseudo-costume et on se rend compte que le moment où en fait il change de costume et qu'il prend un vrai costume de Spider-Man, c'est en fait au moment où, déjà de un, il se met à croire qu'il peut être Spider-Man et c'est le moment où il accepte la responsabilité de sauver le monde. Et qu'en fait, il cesse de fuir. Mais surtout, c'est intéressant, c'est que le costume qu'il achète, c'est un costume pour enfant, qui est beaucoup trop petit pour lui. Ouais. Et le costume qu'il prend, c'est le costume de Spider-Man qu'il a modifié, donc c'est un costume pour adulte, donc passage de l'enfance, âge adulte, tout ça. Exactement. Ça, oui, bien vu. Et, mais oui, en tout cas, pour la fuite de ses responsabilités, ça se traduit aussi en termes d'école, où quand il y a sa prof qui voit qu'il a un peu auto-saboté un de ses tests, elle lui demande d'écrire un essai, une dissertation sur ses attentes. Dans le film, c'est expectation, genre. Littéralement, c'est ses attentes dans la vie, ce qu'il voudrait faire. Et le soir, quand il se met à vouloir écrire dessus, en fait, il trouve pas la réponse. Et son seul réflexe, c'est de fuir, c'est de traverser la ville, voir son oncle, qui, comme tu l'as dit, le comprend vraiment mieux et auquel il se sent beaucoup plus proche, du moins plus proche que son père. Et du coup, il va le voir pour exprimer son talent artistique. Et c'est une très belle scène, je trouve, c'est que, effectivement, comme tu dis, il fait un graphe. Et le graphe qu'il fait, c'est le mot en très grand attente avec une figure sombre au centre. Traduction. Comment répondre à cette pression des attentes familiales, scolaires ou héroïques et à quel point cela nous détruit plus que nous motive. Et la figure noire sans vie qu'il a dessinée, ça correspond à son intériorité. Et on voit surtout ça, notamment dans les animés japonais, je pense. Le motif du trou noir dans son cœur qui nous aspire, qui aspire toutes les émotions et qui nous fait replier sur nous-mêmes. Et du coup, ici, il peint ce qu'il ressent. Cette figure, et du coup, est un double de lui. Et durant la mise en scène, c'est intéressant parce qu'il a littéralement utilisé son corps comme contour de cette figure. Donc, c'est littéralement une extension de lui.
Hmm. Et l'angoisse qu'il ressent vis-à-vis des pressions qu'il ressent, elle vient aussi quand le Spider-Man l'interroge de long, large en trait pour savoir s'il est de taille. Typiquement, c'est quand il y a tous les Spider-Man qui lui demandent est-ce que tu sais faire ça, est-ce que tu sais faire ci. Et limite, c'est du bullying, quoi, comment on appelle ça. Du harcèlement. Voilà, limite, c'est un peu du harcèlement où pas, ils le tabassent pas, mais ils lui font des prises en mode est-ce que tu sais faire ci, ça, bref. Et Miles, en fait, quand tout le monde lui tombe tellement dessus, tout le monde le renvoie directement à la pression, à cette. Oui, mais c'est surtout qu'en plus, il le renvoie à des choses que eux savent faire, mais en gros, il leur pose des questions par rapport à leur propre spectre de capacité et pas à c'est quoi ta spécificité à toi. C'est qu'en gros, il lui demande est-ce que toi tu peux faire ça, est-ce que toi tu peux faire ça, alors qu'ils ont tous des capacités différentes au fond. Oui, exactement. Enfin, typiquement, il y a la fille, elle lui demande est-ce que tu peux craquer un ordinateur en moins de quelques secondes et tout. Enfin, bref, comme tu dis, tout le monde lui demande des choses que eux connaissent eux-mêmes. Mais en fait, Miles, toute cette pression, bah, c'est limite contre-productif. Et sa seule réaction, c'est repoussoir, c'est du coup de fuir, ouais. tout simplement. Et du coup, cette pression de réussir, c'est comme dans Kung Fu Panda. Putain, Kung Fu Panda, il y a tout en vrai. Il y a une volonté ardente d'un père d'embrasser un futur que le héros ne veut pas forcément. Même si en l'occurrence ici, c'est pour son bien. Il y a notamment un dialogue qui est très... qui n'est pas plus littéral que ça, pas plus chauve que ça. C'est on fait tous des choix dans la vie. Miles qui dit j'ai pas trop l'impression d'avoir le choix. Et son père lui dit non, tu ne l'as pas. Et en fait... Oui, ça c'est concernant le fait qu'il doit se rendre dans cette école privée alors qu'avant il était dans une école publique où il avait tous ses amis Voilà. et tout, et là il a dû switcher d'école. Bah surtout, il doit passer d'une école où il était un peu populaire à une école où il est limite un peu le mouton noir, le gens qui n'appartient pas à ce monde-là. Quoi. Ouais. Mais littéralement en plus c'est le mouton noir. C'est Non, vrai. dans le sens où en plus c'est vraiment une école de blancs, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vraiment l'école privée quoi, alors qu'avant son école avait l'air quand même plus mixte. Franchement c'est anecdotique comme truc, mais ça en dit aussi long, tu vois. Ouais, voilà. Oui, exactement. Et la pression de réussir, pour la figure du héros, c'est ce que l'on voit dans les 3 films, aussi bien dans Kung Fu Panda que dans Spider-Man, que dans Lego, avec cette idée de l'impression d'avoir échoué à remplir des attentes espérées et l'impression que l'on pourra jamais devenir le héros que tout le monde soit voyant en nous. Pour Poe, c'est quand il fuit, quand il apprend que Tainoum s'est échappé, et c'est aussi quand il va voir son père, quand il apprend que le rouleau du guerrier dragon est vierge. Pour Miles, c'est quand il casse la clé USB que lui a confié Peter Parker, le premier, le parfait. Et ensuite, c'est lorsque les Spider-Man l'excluent de la dernière mission, car il l'estime pas prêt pour faire la mission. Et enfin, pour Emmett, c'est quand Wildstyle apprend qu'il n'est pas l'élu, qu'il a prétendu être. Et enfin, c'est aussi quand il n'arrive pas à rassembler les maîtres constructeurs. Donc typiquement, dans ces 3 films, il y a un héros qui se retrouve confronté à une pression qui, dans un premier temps, n'arrive pas à combler. Oui, moi j'ai quand même envie de relier ça à la métaphore du film, parce que pour moi, Spider-Man, c'est quand même il y a quand même une grosse métaphore au niveau de la narration. Pour moi, ça parle que de la construction de l'identité à l'adolescence. Sous l'imagerie du grand héros qui doit sauver le monde, en fait, c'est surtout le passage entre l'enfance et l'âge adulte, comme tu l'as dit, avec le costume avant. Donc pour moi, c'est ce que raconte métaphoriquement le film. En gros, c'est comment se construire sur les bases de ce qui est existant, soit l'héritage culturel, social, familial, soi-même, donc nos désirs qui nous sont propres, etc. Et ça, on le voit avec le désir d'être quelqu'un, en fait. Et c'est comme ce qu'on disait pour Emmett au début, c'est vouloir exister aux yeux des autres. Et on se construit aussi à travers le regard des autres, d'une certaine façon. Et donc là, on le voit avec l'idée d'un personnage, de Miles, qui veut être cool, qui veut se distinguer aux yeux des autres et qui surtout veut se distinguer aux yeux, pour moi, quand même, de la figure paternelle. Soit faire face à l'autorité, donc l'autorité là, qui est une autorité policière, et l'autorité parentale du père, et s'imposer. Donc on a quand même le lien avec l'idée que la figure du héros, c'est aussi une figure appréciable et socialement admirée dans la réalité. Et cette thématique, elle est plus poussée, je trouve, encore dans Kung Fu Panda, avec vraiment cette idée de merchandising des 5 cyclones et tout, mais on le retrouve aussi ici avec Peter Parker le parfait et un Peter Parker qui est un loser, quoi. Donc il y a quand même cette idée qu'on veut que ce soit une figure stylée. Et après, il y a également l'idée qu'il faut arrêter de se reposer sur les parents. Moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi. On voit que Miles, tout le long du film, il fuit ses parents. Il fuit son père, mais il fuit aussi sa mère, il fuit son oncle au bout d'un moment. Donc il y a des choses que eux ne savent pas et que Miles doit apprendre à gérer seul. Style le secret, je suis Spider-Man. Et ça aussi implique le fait de faire des choses dont les parents ne sont pas au courant et également de désobéir quand c'est nécessaire.
Et là, on le voit par exemple avec l'idée du père, donc du père, mais la figure policière, qui n'approuve pas les méthodes de Spider-Man. Et là, on se retrouve avec le paradoxe, avec le comble de son fils qui est Spider-Man et qui, du coup, a des méthodes qui ne correspondent pas aux méthodes, on va dire, les méthodes validées par l'autorité policière. Oui, dans ce cas-là, il y a le dilemme que faire, qui écouter, que faire, que choisir. Et la réponse à cette question, c'est écouter son cœur, entre parenthèses. Ça sonne cucu, mais. Il y a écouter son cœur et il y a aussi quel est le modèle sur lequel je me construis. Dans le sens, quand on se repose plus sur la figure paternelle, quand on est perdu, quand, par exemple, là, son oncle était absent et du coup, il avait personne vers qui se tourner, c'est vers qui je vais regarder pour me construire moi-même. Mais souvent, c'est une figure qui est hors du cadre familial ou du cadre des connaissances. Et là, on se rend compte que il y avait donc la figure de modèle parfaite, soit Peter Parker parfait, sauf qu'en fait, Peter Parker parfait meurt. Et que du coup, il n'est plus d'aucune, on va dire, aide pour Miles. Oui, exactement. Le fait qu'il ne s'est pas relevé, ça révèle un peu d'un abandon parce que c'est un mensonge par rapport à la description parfaite de lui-même qu'il dit au début du film, à savoir « je me relève toujours ». Et de plus, en fait, Miles, à la fin, il est aussi frappé par Kingpin de la même manière, sauf que lui, en fait, il se relève. Donc, c'est... Ouais, mais c'est ça, c'est en gros dépasser le modèle. Il y a l'idée quand même de dépasser le modèle. Dépasser le modèle de Peter Parker le parfait, mais il y a aussi, parce que quand même son mentor principal, ce sera Peter Parker le loser. Qui est une figure qui a franchement pas l'air glorieuse, mais qui se montre quand même comme le mentor qui a pour moi le mieux compris les choses, parce qu'il en a tiré des leçons aussi. Donc en fait, c'est de nouveau la même phrase, de grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc le monde des adultes, avec l'idée de la responsabilité de soi, de ses actes et des autres, en fait, c'est vraiment la sortie de l'enfance. Effectivement, tu parlais de Peter B. Parker, à savoir Peter Loser, comme étant un très bon mentor. Et en fait, on se rend compte dans le film que aussi bien lui que Gwen arrivent parfaitement à comprendre Miles. Typiquement, quand lui, il panique, elle et lui disent de lâcher prise, d'être dans l'instant, de se relaxer. Parce que durant cette période de grand bouleversement que Miles ressent dans son corps et dans sa vie, il ne faut pas céder à la panique, mais juste respirer, péter un coup. Et Spider-Man, la création du personnage, ça a toujours été une métaphore de la puberté, de l'adolescence. Et c'est pas anodin parce que du coup, en dénominateur commun, on a les changements du corps, les responsabilités qui viennent dans notre vie. Et dès qu'il devient Spider-Man, avec la découverte des premiers symptômes, on remarque qu'il devient littéralement un personnage de comic book, avec des bulles de texte qui apparaissent à l'écran, avec pourquoi mes pensées sont aussi fortes, est-ce que tout le monde entend mes pensées, etc. Et ça illustre parfaitement, du coup, tous les questionnements qu'apporte l'adolescence. Et dernier exemple, c'est au tout début du film, quand le Peter Parker qui est dead. Ah ouais, le parfait. Il sauve Miles, il se rend compte qu'il est pareil que lui. Et lui dit, je croyais être le seul. Tu es comme moi. Et lui dit, Miles dit, j'en ai pas envie, en fait. Et il répond, je crois pas que tu aies le choix, petit. Tu dois avoir un paquet de questions. Ça va aller, je peux t'aider. Si tu restes dans le coin, je peux te montrer les ficelles. Bon, il lui montrera jamais les ficelles, mais c'est l'idée qu'il n'est pas seul. Il comprend les perturbations, les changements qu'il ressent et qu'il pourra l'aider à traverser ça pour survivre. Oui, et du coup, c'est vraiment lié quand même à cette idée de... Moi, c'est l'idée que j'aime bien avec le fait que là, on a une figure de l'élu qui est pas tout seul, en fait, mais qui est accompagné par une figure de mentor, par exemple, ou par une figure, comme dit, de Spider People. Et on se rend compte que, oui, les figures de mentor, même si au début, il n'a pas trop ce rôle, mais le père de Miles, là, au final, parce que lorsque le père... Enfin, le policier, il perd son frère, donc l'oncle de Miles. C'est notamment à cause de la distance qu'il y avait entre ces deux frères-là. Et notamment le fait que son frère, il est tombé dans la criminalité. Et du coup, il veut pas que Miles, il reproduise pas cette erreur, mais il veut pas que cette distance se mette aussi entre lui et son fils. Et pour éviter que ça se répète, il lui avoue qu'il croit en lui, en fait. Il dit, je cite, « Je vois cette étincelle en toi. C'est incroyable et c'est pour ça que je te pousse. » Miles, ici, en fait, il n'était pas au courant que ce que ressentait son père. Donc après cette révélation, il comprend les bonnes actions de son père parce qu'il n'arrivait pas à les percevoir. Et son père, il continue, mais c'est ton étincelle. Quoi que tu décides d'en faire, tu seras génial. Et le père ici, il lâche un peu de son influence sur son fils en rappelant qu'il doit créer son propre chemin. Et c'est là où le père a une baguette magique, c'est que c'est suite à ce simple dialogue, à cette simple révélation, que Miles embrasera son plein potentiel, comme si c'était la pièce manquante qui lui permettait de croire en lui, quoi. Oui, c'est surtout quand même l'idée que ce qui est intéressant, c'est que Miles, il doit quitter son père
pour aller vers une figure de modèle qui est extérieure à eux, pour ensuite revenir à la figure du père qui permet de résoudre certaines choses. Et on revoit que c'est le même schéma dans Kung Fu Panda qu'on verra plus tard. Le père résout l'histoire, mais il y a quand même un passage au début où le père ne peut pas aider. Donc dans ce cas-là, il faut une figure pour aider à se construire. Ouais. Mais une figure qui soit hors de l'autorité paternelle. Et là, on se rend compte que du coup, il y a tout ce qu'on disait avant avec Peter Parker, le loser, qui devient le mentor de Miles. Donc en gros, c'est l'idée pour le mentor de aider les autres à s'élever et aussi participer à s'élever soi-même dans le même mouvement. En fait, c'est une question de réciprocité. Je trouve ça assez intéressant. Parce que c'est en acceptant d'aider Miles de sortir de la solitude de sa fonction de Spider-Man et de, du coup, transmettre littéralement un héritage Spider-Man qu'il devient capable de s'élever lui aussi et de réparer ses erreurs. Donc en fait, il reprend sa propre lâcheté au monde face au monde des adultes et à ses responsabilités qu'il a abandonnées. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que Peter Parker, le loser, il a suivi son rôle héroïque. Par contre, il a complètement abandonné son rôle personnel et intime, par exemple, face à sa femme. C'est d'ailleurs ce qui le hante un peu. Et donc, ça reste un héros pour l'humanité, mais par contre, dans sa vie personnelle, on se rend compte qu'en fait, c'est quelqu'un qui a cédé à la peur, qui a cédé à la fuite, et qui, du coup, a une vie plutôt pathétique, parce qu'il est constamment en train de fuir. Oui, exactement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, avant d'être aspiré dans le multivers, c'est un personnage qui ne vit que en costume de Spider-Man, parce que c'est limite comme s'il n'avait plus que cela, quoi. Cette figure de héros, et que sous le masque, finalement, il n'y avait plus rien. Il n'y a plus de relation, il n'a plus de dignité. Et c'est pour ça qu'en fait, quand il aide Miles, quand il l'entraîne, il devient le mentor de Miles, le fait de voir cette progression de Miles qui arrive à exprimer son plein potentiel, et quand il voit Miles arriver en costume en mode j'ai réussi, il est super fier de lui en fait. Il se dit à voix haute que je veux des enfants, comme si avoir aidé Miles l'avait en fin de compte répondu à des questionnements qu'il avait et avait, comme si lui aussi avait atteint un stade dans sa vie où il était prêt à s'autoriser à avoir une famille. Ouais, c'est ça, mais c'est surtout que je trouve qu'il y a une opposition entre héros public et héros privé. Parce qu'on voit par exemple qu'on a le père de Miles qui a sa responsabilité dans sa vie de famille, mais qui a aussi une responsabilité dans la police. Donc il a un peu les deux. Enfin, c'est un héros, on va dire, entre guillemets, héros public, héros privé. Et d'ailleurs, le père de Miles fait une remarque que j'ai trouvée vraiment intéressante dans le film, c'est à un moment donné, il dit que Spider-Man, il fait des pirouettes et il arrive comme par magie, tandis que ces hommes à lui, donc les policiers, ils sont là dehors sans masque à risquer leur vie. Et je trouve que ça donne quand même un point de vue plutôt intéressant sur le fait quand même que la figure de Spider-Man, c'est vraiment cette figure de l'élu qui arrive au moment pour faire le joli du travail et qui ensuite, même s'il est là et qu'il aide, il a quand même pas le même rôle que... C'est pas un héros caché, c'est pas un héros dissimulé. C'est vraiment c'est pour ça que j'ai associé ça un peu avant à un culte, à un truc un peu de célébrité ou de personnalité publique, on va dire admirée et tout. Et d'ailleurs, pour Peter Parker, le loser, on se rend quand même compte qu'il est, à la fin du film, il est plutôt prompt à se sacrifier, non seulement pour sauver l'humanité, donc il est en mode non, mais je vais rester pour mettre la clé, etc., et pour détruire la machine. Sauf que même là, en fait, chez lui, ça résonne comme une forme de fuite. En fait, il survalorise son côté héros public en mode je vais sauver l'humanité, je vais me sacrifier pour ça. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'il a juste peur de rentrer chez lui et de devoir affronter sa vraie réalité dans son autre dimension parallèle du multivers. Et pour revenir sur l'idée du costume de Miles, j'aime bien quand même l'idée qu'ils reprennent le même costume que Peter Parker, enfin que tous les Peter Parker, quoi, en gros, qui reprennent le même costume mais qu'ils le customisent pour en faire un truc esthétique et en fait se créer une identité à partir du modèle existant. Bon, c'est vraiment ça. En fait, c'est faire quelque chose de personnel sur une figure qui est déjà là et qui lui a transmis en gros l'héritage Spider-Man. Exactement. Et ce qui est paradoxal, comme tu dis, c'est que Peter Parker loser, là, c'est celui qui se sacrifie et qui dit paradoxalement à Miles, tu n'as pas encore ce qu'il faut en toi. C'est comme si il parlait à un miroir où il disait, tu n'as pas encore ce qu'il faut en toi pour rentrer chez toi, quoi. Donc je trouve ça drôle, l'idée que effectivement, il a raison, il dit à Miles qu'il n'est pas prêt pour aller faire la mission, mais c'est comme si lui s'obligeait à pas être prêt pour retrouver MJ et recoller les morceaux, assumer ses responsabilités. Et d'ailleurs, ce qu'il dit, quand Miles demande quand est-ce que je saurai que je suis prêt, et lui il dit tu ne le sauras pas, c'est un acte de foi. Ce n'est que ça, un acte de foi. Et ici, le problème, c'est pas tellement Peter qui n'a pas confiance en Miles, que Miles n'a pas encore confiance en lui au point où Peter pourra avoir confiance en Miles pour sauver le monde. Vraiment la figure du mentor ultime. Ouais, pour moi, on arrive quand même plus ou moins à la même conclusion que Lego. C'est qu'en gros, tout le monde a les mêmes capacités. La seule chose dont il est question, et si je parle de Spider-Man précisément, c'est l'idée de se faire confiance, de prendre ses responsabilités et de trouver au fond de soi le courage pour arriver à faire ce qu'il faut faire. Donc en gros, il n'y a pas d'élu,
il y a que des responsabilités à assumer et celle de participer à créer un monde meilleur, chacun à sa manière. Enfin, si on le regarde sous le spectre Spider-Man, c'est sauver le monde. Si on le regarde sous le spectre de gens normaux, style son père, c'est en gros de se lever tous les matins pour travailler et essayer de faire ce qu'il peut pour aider les gens, quoi. Et je trouve que c'est une leçon sociale assez intéressante à observer quand il dit être prêt, ce n'est qu'un acte de foi. C'est qu'en fait, une fois qu'on le sait, bah, il manque plus que s'y confronter. S'y confronter, faire face à la peur et croire qu'on est capable. Donc en gros, la phrase, elle est jolie, mais il y a quand même un moment où il faut l'appliquer dans le concret. Et ça, c'est un peu le baptême du héros, comme on le voit pour Miles. Pareil pour Lego et Kung Fu Panda, hein, c'est la même chose. En plus, on a vraiment la révélation qui arrive plus ou moins au même moment au niveau du récit. Enfin, voilà quoi. Et c'est vraiment ce moment où il se prépare à sauter de l'immeuble et qui... Enfin, c'est vraiment l'acte de foi, quoi. C'est l'acte de... Je trouve cool parce que c'est l'acte de foi montré sous un spectre physique. Donc c'est vraiment l'idée de sauter dans le vide. C'est bien formalisé au niveau de l'acte. Et surtout, ce que j'avais vu, c'est que, je sais pas si tu te souviens, mais quand il se lance, il y a des débris de verre et tout. C'est qu'en fait, il n'a pas lâché, juste il s'est expulsé de l'immeuble et du coup, en fait, il était toujours accroché. Donc du coup, il avait toujours peur. Et c'est pour ça qu'il est toujours resté accroché à la vitre. Et c'est pour ça que la vitre se pète. C'est que du coup, ça reste toujours quelque chose de compliqué à faire. Et quand on le fait, quand on est lancé, voilà quoi. Ouais. Et du coup, bah, comme tu disais avant, ce que je trouve fort comme symbolique, c'est que l'acte de foi, là, pour le coup, il est provoqué quand même par le père. Donc en fait, soit la figure rejetée depuis le début, ici, c'est lui et pas le mentor qui lui permet de dépasser. Parce qu'on a quand même un héros adolescent et la figure adolescente, c'est quand même relié, on va dire, à l'autorité familiale, à l'autorité paternelle d'une certaine façon. Maternelle aussi, mais là, c'est montré avec, sous le spectre du père. Et en fait, la seule chose que Miles avait besoin de savoir, c'était qu'il était déjà spécial, en fait, aux yeux de son père, ou en tout cas aux yeux de quelqu'un. Et ici, c'est la figure d'autorité. Donc, en gros, ça lui libère sa capacité de faire des choses, juste parce que à ce moment-là, il perd la peur de décevoir son père. Et c'est en fait, c'est la même chose pour Peter Parker le loser vis-à-vis de sa femme MJ. Oui, exactement. Et aussi bien dans Kung Fu Panda que dans Spider-Man, les deux mentors, en fait, ils prennent aussi le rôle de père de substitution comme pour combler un vide, car cela comble du coup une complicité absente, mais aussi, mais surtout, les deux personnages recherchent une figure paternelle qui le motive dans ses choix et dans ses rêves. Mais comme tu dis, au final, à la fin, ce sont les pères qui vont corriger le tir parce que c'est eux qui détiennent la clé de libération de leur enfant, entre parenthèses, quoi. Et de la pleine acceptation de qui ils sont, de ce qu'ils vont devenir, tout ça, tout ça. Et quand même, il y a quand même l'idée d'appartenance à un groupe qui pour moi est assez intéressant dans cette manière de percevoir le rôle de l'élu. C'est qu'on a quand même... on a l'idée d'appartenance à un groupe. Déjà, on a le fait qu'on commence par nous montrer un Miles qui est super cool, qui est apprécié des gars comme des filles. Puis d'un coup, on a un changement d'ambiance avec cette idée de l'école de l'école privée où en fait, c'est un endroit où tout est à refaire, où rien n'est acquis. Et c'est pas du tout l'endroit de liberté, mais c'est l'endroit qui est associé au stress, au rythme, où on voit un Miles qui se sent dépassé, qui a zéro popularité, et qui est pas du tout en fait le rythme de la rue dont lui avait l'habitude. Et si on regarde au niveau vraiment des Spider People, bah là, ce que je trouve intéressant, c'est le fait qu'on a le motif du multivers qui vient casser le délire de je suis le seul élu, comme on avait avec le Spider-Man du début. Donc en vrai, on se rend compte qu'ils pensaient tous être spéciaux et seuls, sauf que en fait, pas du tout. Ils sont beaucoup, pour le coup, ils sont beaucoup. Et donc là, on a une leçon qui est plutôt collective. Donc en fait, c'est le fait que parfois vivre les choses à plusieurs avec des gens qui comprennent ce qu'on vit, bah, c'est plus valorisant que de les vivre tout seul sur un piédestal de célébrités ou de figures publiques. Notamment, je pense au décès de leurs oncles ou des proches qui... Enfin, ils ont tous vu des proches mourir, quoi. Et surtout, pour dépasser quand même les traumas, c'est plutôt une bonne chose. Parce que, oublions quand même pas que la vie de héros, c'est quand même lié à ça. Et en fait, la posture de l'élu, c'est beaucoup de... J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup de solitude, quoi. Parce qu'ils sont tous seuls, donc ils sont tous super stylés parce qu'ils sont des élus, mais en fait, ils sont tous des élus seuls. D'une certaine manière. Et c'est pas du tout glamour comme le raconte le Spider-Man parfait du début. Ouais. En fait, c'est la figure de la solitude émotionnelle, la solitude physique parce qu'ils perdent des proches, ou alors ils ont des vies juste qui sont difficilement conciliables avec celles des gens normaux, comme on voit avec, par exemple, les Peter Parker qui sont mariés. Pour moi, c'est vraiment l'idée d'entraide. Donc, on perd cette idée vraiment du grand sauveur unique de l'humanité. Oui, exactement. Et surtout que avec la figure du super-héros vient aussi la question de l'identité secrète et le fait que on peut pas se confier à tout le monde. Et le fait aussi d'avoir
perdu Oncle Ben et tout. Et le fait que Miles, à un moment, il dit vous pouvez pas comprendre ce que je ressens et tout. Et t'as Gwen qui dit on est exactement les personnes qui peuvent comprendre ce que tu ressentes parce qu'ils comprennent que leur activité de super-héros a influé peut-être d'une manière ou d'une autre sur le sort de leurs proches. Et comme tu dis, le fait qu'ils ne soient pas seuls, qu'il y ait plein de Spider-People, ça permet à Miles, du moins, ou à tous les autres, de se sentir moins seul, d'être moins emprisonné de cette posture de héros solitaire qui doit affronter tous ces traumas solo. Et le fait que là, ils puissent échanger tous ensemble sur ces traumas, bah, ça les soude et ça permet de cicatriser potentiellement des blessures qu'ils avaient, quoi. Notamment Gwen, qui avait décidé de plus se faire d'amis suite à la perte de son meilleur ami Peter Parker, et qui là a décidé de devenir ami avec Miles. Pareil pour Peter B. Parker, qui lui avait tout abandonné et qui là va refaire la paix avec son passé, exactement. Mais malgré ça, je trouve quand même qu'il y a enfin, l'idée de groupe, c'est bien, mais ce qui nous est quand même montré, c'est le fait que, et ça c'est plutôt lié pour moi à la thématique de l'adolescent, c'est le fait qu'on est quand même tout seul responsable de sa vie et de ses actes, et qu'il y a des choses, des étapes, même super dures, qui doivent être gérées seul. Donc on peut être soutenu, mais dans l'action, on est quand même seul pour le faire. Et c'est pour ça qu'au final, il doit quand même combattre le grand méchant, la Kingpin, qui est le grand méchant de sa dimension à lui, seul. Et c'est exactement ça. Et dans les 3 films, peu importe à quel point le héros est aidé, au final, chaque héros doit combattre son méchant seul. C'est ça. Comme si c'était son destin. Il ne peut pas en démordre, ouais. Et voilà. Ouais, et du coup, ça rejoint quand même l'idée de la prophétie avec le fait qu'il y a quand même à un moment donné quelqu'un qui doit faire quelque chose et qui est seul à pouvoir le faire. Donc on retombe un peu dans ce paradoxe de la prophétie. Bon, ici, on n'a pas de prophétie. Par contre, c'est remplacé du coup par l'idée de la morsure un peu aléatoire de l'araignée. Donc en gros, l'araignée pourrait mordre n'importe qui. Donc on a cette araignée qui est élément déclencheur de toute l'histoire. Donc est-ce qu'à nouveau, c'est être élu au hasard ou est-ce que c'est juste être là au bon moment ou est-ce qu'il y a plus quelque chose... Franchement, c'est assez dur à dire, je trouve. En tout cas, j'ai quand même l'impression, pour résumer, que la mythologie du cinéma américain, elle vient casser un peu cette idée de la figure de l'élu avec cette notion du self-made man. Et ça, on le voit super bien dans le discours de la femme de Peter Parker, le parfait, quand elle dit « Mon mari était un homme ordinaire. Il a toujours dit que n'importe qui aurait pu revêtir le masque. C'est juste lui qui a été mordu. Il n'a pas voulu de ses pouvoirs, mais il a choisi d'être Spider-Man. Et nous avons tous des pouvoirs en nous. Mais à notre manière, nous sommes tous Spider-Man. » Et je trouve que ça résume plutôt bien, on va dire, l'idée de la figure contemporaine de l'élu dans, on va dire, sous le spectre du super-héros américain. Et c'est intéressant parce que ce qu'elle dit, c'est un petit peu en contradiction avec ce que disait son mari au début du film. Ouais, pour le coup, moi, ça me... Ouais. Mais après, oui, c'est peut-être parce qu'il était dans le show-off au début. Et c'est intéressant parce que du coup, ce qu'elle dit, elle, bah, ça peut rejoindre ce que disait Miles à la fin du film aussi. C'est qu'il dit « Et quand je me sens seul et que j'ai l'impression que personne ne comprend ce que je vis, je me rappelle de mes amis qui me comprennent. J'aurais jamais pensé pouvoir faire tout ça un jour, mais n'importe qui peut porter le masque. Si vous ne le saviez pas, j'espère que maintenant c'est le cas. Car je suis Spider-Man et je ne suis pas seul, loin de là. » Donc pour le coup, comme si c'était les deux qui connaissaient la vérité de ce qu'est être Spider-Man. Boum, la boucle est bouclée.